Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il va y avoir du sport comme tous les mardis. L'émission de ce soir, ce sera presque un avant-match, une émission d'avant-match à 48 heures, un peu plus que 48 heures de ce match, dernier match, match couperé pour la sélection face à la Côte d'Ivoire pour une éventuelle place au deuxième tour de cette Coupe d'Afrique des Nations. On va parler de ce match, de la préparation, de l'équipe éventuelle, de ceux qui ne sont pas à l'infirmerie, et de la stratégie, bien évidemment, de Djamel Belmadi pour affronter les éléphants de Côte d'Ivoire. Et pour en parler, notamment, également, on va parler de l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations et tous les petits couacs qu'il y a eu depuis le début de la compétition. On vous donnera des informations au fur et à mesure de l'émission. Et pour, bien sûr, faire le brief de ce match Algérie-Côte d'Ivoire, comme à chaque fois, notre consultant Abdelnour Kawa. Bonsoir Abdelnour. Bonsoir Riyad et bonsoir à nos amis invités. Et j'espère que cette émission sera intéressante pour nos amis téléspectateurs. Avec vous, elle l'est toujours. Vous êtes un peu remis de la déception de l'autre match, parce que ça avait été un petit peu laborieux la dernière fois. Bien sûr, sur le coup, ça a été très difficile. Vous savez, on ne s'attendait jamais à perdre un match comme ça, d'autant plus que c'était un match tournant pour notre équipe nationale. Si on avait gagné, on ne serait pas dans cette situation aujourd'hui au pied du mur où il faut impérativement que l'on batte la Côte d'Ivoire. On va parler justement de cette situation. En face de vous, c'est quelqu'un qu'on a déjà reçu, mais vous le connaissez beaucoup mieux que moi. C'est mon aîné dans le métier. Djamal Rachdi, bonsoir. Bonsoir Riyad, ravi d'être avec vous. Ravi également. De partager ce moment ensemble, à la veille d'une grande échéance. Alors, quelqu'un qui a presque le même âge que vous, il est aussi, il débarque dans le métier. Divisé par 4. Mahmoud Bouguelmoua, bonsoir Mahmoud. Salut Riyad. Moi je suis venu régler un conflit avec Abdelnour Kawa qui m'a pas laissé prendre de pizza à la viande hachée le jour du match. Vous réglerez vos comptes. C'est extra sportif. On a très mal digéré. Quoi que les pizzas, c'est parfois très sportif, ça nous permet de pouvoir faire passer des défaites qui ne passent pas. On vous dit tout, on vous dit tout dans l'émission. On va, avant de retrouver, on va me dire s'il est avec nous en direct, il le sera d'ailleurs dans quelques instants, c'est Saïd Fellak qui a préparé ce sujet sur justement les chances de qualification de la sélection nationale face à la Côte d'Ivoire. On regarde le sujet et on revient en parler tout de suite après. Dos au mur, l'équipe nationale n'aura quasiment pas d'autre alternative que de l'emporter ce jeudi face à la Côte d'Ivoire pour espérer se qualifier au huitième de finale de cette CAN 2021. Les Verts, qui ne comptent qu'un seul petit point après 2 journées, empocheront quoi qu'il arrive leur billet qualificatif pour le tour suivant en cas de victoire par 2 buts d'écart face aux éléphants. Les Algériens seront certains de terminer deuxième au classement sans attendre le résultat de l'autre rencontre qui opposera au même moment la Guinée équatoriale à la Sierra Leone. En cas d'une victoire 1-0 seulement des poulains de Djamel Belmadi et un match nul dans l'autre rencontre, il y aura dans ce cas de figure une égalité à 3 entre l'Algérie, la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. Là, on procédera au tirage au sort pour déterminer les 2 nations qui termineront premières de ce groupe E, puisqu'il y aura égalité sur toute la ligne en termes de confrontation directe et même goal average. Évidemment, une défaite condamnerait automatiquement la sélection algérienne et un match nul lui offrira une infime chance de voir le tour suivant. Mais là, tout dépendra du dénouement des autres groupes. Autant dire un miracle. حوس على مغامرات وتحب توصل للقمة. استعد وانضم إلى أكبر مجموعة جيمر، كل هذا على هاتفك النقال. سرعة، حماس، تركيز. مع موبيليس التحق بأفضل خدمة للألعاب موبيليس ستور. سجل عبر ستور وموبيليس.dz واستفيد من اشتراك يومي أسبوعي أو شهري. موبيليس، معا نصنع المستقبل. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. Retour sur le plateau d'Il va y avoir du sport. On l'a vu avec le sujet il y a quelques instants de Saïd Fellak qu'il va y avoir peut-être
sorti de calculette. C'est quelque chose qu'on ne voulait pas, qu'on ne pensait pas, qu'on n'espérait pas avant le début de ce tournoi. Malheureusement, il y aura des cas particuliers où il faudra regarder ce qui se passe dans les autres groupes. Avec nous ce soir, Saïd Fellak. Saïd, bonsoir. Bonsoir Riyad et bonsoir à vos invités. Alors on l'a vu dans votre sujet, il peut bien évidemment en cas de victoire ne pas calculer, ne pas sortir cette fameuse calculette et voir qui est meilleur troisième dans les autres groupes. Mais c'est une grosse difficulté dans laquelle s'est mise la sélection avant d'entamer ce troisième match face à la Côte d'Ivoire. Effectivement, Riyad, je pense que les joueurs et même le coach national se sont rendus compte un petit peu de la difficulté de la tâche une fois le match face à la Guinée équatoriale terminé après cette défaite inattendue, faut-il le signaler, face à cette équipe équato-guinéenne. On attendait une réaction des Verts après ce match nul concédé lors de la première journée face à la Sierra Leone, mais finalement il y a eu défaite et ce qui complique davantage un petit peu la tâche des Verts pour leur qualification. Néanmoins, la bonne nouvelle, là, peut-on dire, c'est que les joueurs auront leur destin entre les pieds. Donc, il suffit de battre cette équipe ivoirienne 2-0. Ce serait l'idéal, en tout cas, par 2 buts d'écart, en tout cas, pour espérer passer, quoi qu'il arrive, à ce prochain tour, c'est-à-dire les 8e de finale. En cas de victoire, comme je l'ai mentionné dans le sujet, une victoire 1-0 ferait que si dans l'autre match, la Guinée équatoriale n'arrive pas à battre la Sierra Leone et que le match se termine sur un match nul, on aura donc un trio en tête composé donc de la Côte d'Ivoire, l'Algérie et cette équipe équato-guinéenne avec 4 points. Et par conséquent, étant donné que ça sera une égalité quasi parfaite en tout cas il faut le dire, la CAF sera dans l'obligation d'opérer un tirage au sort. Et bon, nous, on souhaiterait évidemment une victoire, quitte à terminer deuxième. Ça nous permettra du moins de quitter cette pelouse du stade Japoma. Piètre pelouse du stade Japoma d'ailleurs, où la délocalisation a été annulée, c'est confirmé. Il s'est passé beaucoup de choses depuis le coup de sifflet final de l'arbitre guatémaltèque il y a presque 48 heures maintenant. Dans quel état d'esprit, c'était quoi le programme de la sélection? Est-ce qu'on a évacué cette défaite et on est plongé dans ce match? Vous qui avez assisté à l'entraînement, c'est plutôt un entraînement à huis clos, c'était cloisonné cette fois-ci. Vous savez, Riyad, quand on est joueur professionnel, on oublie rapidement les échecs. Du moins, c'est ce que j'ai ressenti un petit peu sur les visages des joueurs hier, notamment au moment de la reprise des entraînements au terrain annexe du stade Japoma. On sentait certaines disons, quiétudes chez les joueurs, en tout cas, pas de stress a posteriori. Les joueurs rigolaient entre eux, l'ambiance était assez détendue. J'ose imaginer que les joueurs ont voulu un petit peu mettre cette défaite face à la Guinée équatoriale de côté, histoire de penser et de rester focus sur ce match face à la Côte d'Ivoire qui s'annonce décisive, bien évidemment, puisque en cas de défaite, là, face à cette équipe ivoirienne, là, il n'y a plus rien à espérer et ça sera l'élimination directe. Donc, même Jamel Belmadi, avant le début de la séance d'entraînement d'hier, s'est longuement réuni avec les joueurs au milieu du terrain et de loin, on apercevait un petit peu le coach en train de parler de manière assez directe aux joueurs en tout cas. Et on imagine que le coach a sans doute voulu remobiliser ses troupes avant ce match décisif donc prévu jeudi. Voilà, en tout cas, il a perdu un peu ses mots lors de la conférence d'après-match. Belmadi, on espère qu'il va retrouver les mots justes. Restez avec nous, Saïd. On va parler justement de ce match et de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez intervenir dans le talk, dans le débat. On va parler aussi de la Côte d'Ivoire si vous avez des informations. Belmadi, je l'ai écouté dans certains médias tout à l'heure quand j'étais en voiture. On a un peu ironisé sur les vaches maigres et les vaches pleines. C'est un coach qui cherche pas souvent ses mots, mais là, ça a été difficile pour lui. Est-ce que vous pensez, en tout cas, il est obligé, Abdelnour, de trouver les mots justes
pour remobiliser ses joueurs? Là, il a trouvé le mot juste pour la presse d'abord, pour expliquer un peu la situation que notre équipe nationale est en train de vivre. Personne ne s'attendait au départ à ce qu'on soit dans une situation aussi délicate que celle-ci, puisque maintenant, avant cette Coupe d'Afrique, on s'est dit, bon, on fait nos calculs, on bat le Sierra Leone, on bat la Guinée équatoriale, et puis après, on gère avec la Côte d'Ivoire. On gère avec la Côte d'Ivoire. Malheureusement, là, aujourd'hui, on est obligé d'avoir les 3 points contre la Côte d'Ivoire. Moi, je pense que Djamel, maintenant, est conscient un peu de Djamel, tout comme le staff, d'abord, et les joueurs sont conscients un peu de la tâche qui les attend. Ça ne va pas être un match facile, mais je pense que si jamais on retrouve un peu notre verve, et pratiquement, c'est notre dernière chance de pouvoir continuer cette aventure africaine. Donc, si on passe à côté, malheureusement, il faudra faire plier ses bagages et rentrer à la maison. Donc c'est un match, moi je pense, qu'on a les possibilités de remporter ces 3 points, à la seule condition, bien évidemment, qu'on n'ait pas autant de ratés que dans les 2 premiers matchs. Là, ça a été le premier match, ça a été un festival de ratés. Le deuxième match, un peu moins, mais on a eu l'occasion de scorer à maintes reprises. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Donc j'espère que contre la Côte d'Ivoire, parce qu'on va en parler peut-être tout à l'heure, on va parler un peu des points forts et des points faibles de la Côte d'Ivoire. Si nos attaquants se réveillent, moi je pense qu'on pourra remporter ce match. Vous parlez de ce que pense et comment Djamel Belmadi voit les choses. On va voir ce que l'autre Djamel pense. Vous en avez fait des Coupes d'Afrique, surtout celles où on entame, surtout en Afrique subsaharienne, où on entame mal la compétition. Ça nous est rarement arrivé de revenir dans la course. Est-ce que Belmadi leur parle de victoire ou leur parle de calculatrice et de calcul? Ben, moi j'ai vécu 3 Coupes d'Afrique avec ce scénario. Le premier c'était en 86 à Alexandrie. La seconde c'était à Ziguinchor en 92 avec mon ami Abdelnor. Et à Bamako aussi, pour la Coupe d'Afrique 2002, avec mon ami aussi, ici présent. Donc, on n'est jamais revenu, effectivement. Donc, le spectre de Ziguinchor plane un petit peu. Il faut le dire réellement, surtout que nous avons joué quand même contre une équipe qui n'est pas à me faire valoir. Côte d'Ivoire, c'est la meilleure équipe du groupe, après nous, normalement, entre guillemets. Mais il se trouve que nous avons eu les pires difficultés avec la Sierra Leone et avec la Guinée équatoriale. Vous avez des explications sur la métamorphose de l'équipe depuis le début de ce tournoi? Parce qu'on la cherche tous, hein. La météo, l'humidité, la pelouse, l'arbitrage. Est-ce qu'il y a de ça ou il y a autre chose? C'est des facteurs quand même assez importants, il faut le dire. La pelouse a énormément gêné nos joueurs. Le taux d'humidité, on ne peut pas parler de taux d'humidité uniquement pour l'équipe d'Algérie, mais pour tous les joueurs, pour les 2 équipes. Néanmoins, je pense que sur une meilleure pelouse, l'Algérie n'aurait pas raté ses matchs. On ne l'aura pas, cette meilleure pelouse, en tout cas pas pour le 3e match. Non, on ne l'aura pas, du moment que le truc a été délocalisé pour les quarts de finale et la demi-finale seulement. On a vu quelques photos, quelques images de gazon rapiécé sur cette pelouse. Alors, est-ce que la pression, même s'il n'y a pas de localisation, mais est-ce que la pression des fédérations algériennes et ivoiriennes peut faire en sorte qu'on essaie de rafistoler au mieux? Il ne faut pas oublier une chose, hein. L'Algérie a joué après le gros match de Sierra Leone-Côte d'Ivoire quelques heures avant. Là, il y aura qu'un seul match pour le 3e match sur cette pelouse. Mais la pelouse n'était pas en meilleur état dans le match d'avant. On a vu le gardien de Côte d'Ivoire se blesser carrément, causer un but. L'élimination. L'égalisation. Bon, on va revenir dans la deuxième partie de l'émission sur les conditions d'organisation et de jeu sur cette CAN. Mais clairement, la pelouse, la programmation ont joué leur rôle dans la méforme, entre guillemets, de certaines équipes. Ça me permet on peut parler du Sénégal, par exemple. Juste de poser la question, est-ce qu'à votre avis, il y a aussi d'autres raisons qui font que cette équipe est métamorphosée? Il y a des joueurs qui reviennent de Covid, comme Belaïli, par exemple, et on ne récupère pas
aussi vite qu'on pense. Hein. On a vu des joueurs un peu émoussés, un peu fatigués. Non, moi, j'ai vu des joueurs souffrir. Il y avait des gestes qui en disaient long sur la. Forouli, par exemple. Forouli, il y avait des signes d'impuissance à un certain moment parce que l'équipe, même si elle a. Le niveau a baissé un petit peu comparativement à ce qu'on a l'habitude de voir. Mais on s'est créé quand même beaucoup d'occasions pour les deux. C'est ça qui est important, c'est ça qui est positif. Néanmoins, cette choumoun qui a suivi les joueurs ont fait qu'il y avait de l'impuissance. À un certain moment, on voyait même Jamal Belmadi sur le terrain se dire qu'est-ce qui se passe. Tenir la tête, crier, etc. Et ça, c'est des gestes qui influencent, à mon avis, un petit peu les joueurs parce qu'ils ont le regard aussi braqué sur leur entraîneur. Est-ce que l'inquiétude et le faciès de Belmadi qui change, on l'a rarement vu comme ça, on l'a vu concentré, on l'a vu sévère, mais énervé et inquiet, rarement. Est-ce que ça peut impacter le jeu un joueur, effectivement, quand on voit un peu un entraîneur énervé sur le banc de touche, ça influe négativement. C'est vrai que là, Belmadi, je me mets un peu à sa place. Avoir autant d'occasions dans un match. Parce qu'il vit pleinement les matchs. Voilà. Et là, on aurait peut-être continué à jouer 2 heures ou 3 heures, ça aurait été la même chose, on n'aurait pas marqué. Donc c'est ça qui est un peu inquiétant. Et les joueurs, moi je suis certain que les joueurs se donnent au maximum. Mais malheureusement, on ne peut donner que ce que nous possédons. Il y a certains joueurs, vous parlez de joueurs émoussés. Le premier match, on a vu un Forouli en difficulté physiquement, qui n'arrivait pratiquement pas à les 90 minutes. Belaïli a émoussé également. Il avait le visage blême. Il y a clairement, je pense, vous me direz ce que vous en pensez, il y a clairement un contre-coup comparable. Parce que quand vous voyez Belamri, Belaïli, Bounjah, Brahimi, qui ont joué cette coupe arabe et qui l'ont remportée de manière brillante, mais sur un terrain pareil, il y a un contre-coup. D'accord, mais sur un terrain pareil, il y a tous les risques de blessures. Le claquage de Belamri était dû aussi à l'état de la pelouse. Mais moralement, c'est difficile d'enchaîner 2 grosses compétitions comme ça aussi. Excuse-moi. Là, on peut refaire le match 1001 fois, les 2 matchs. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, le fait est qu'on est On est là. Oui, mais là, si on avait marqué un but, les données auraient totalement changé, que ce soit contre le Sierra Leone ou contre la Guinée équatoriale. Ouais. Malheureusement, on est à 1 point aujourd'hui, et la seule... Et ça serait encore... ça serait encore beaucoup plus agréable de pouvoir passer dans des conditions comme ça et aller également le plus loin possible. Maintenant, il reste cet écueil qu'il faut surmonter coûte que coûte pour gagner ce match. On va poser la question à Saïd Fellag, qui est notre envoyé spécial à Douala, au Cameroun. Saïd, vous étiez au stade, vous les avez vus sortir du terrain. Je parle des moments de la compétition, hein, pas à l'entraînement, comme on va le voir dans quelques instants dans votre sujet. Est-ce que vous avez senti des joueurs émoussés, fatigués, touchés physiquement, peut-être mentalement, une lecture sur leur visage? Effectivement, Riyad, je pense que les joueurs étaient un peu émoussés physiquement, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Déjà après le premier match, on évoquait un petit peu les conditions climatiques ici à Douala, avec cette chaleur qui était assez élevée et un taux d'humidité là aussi assez important. Sauf que face à la Guinée équatoriale, les conditions climatiques étaient assez bonnes. Il faisait bon quand même à 20h le soir. Et le taux d'humidité n'était pas aussi élevé que lors du premier match. Après, à l'issue de la partie, c'est vrai que sur le plan mental, déjà au moment du match, on voyait que les joueurs, il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc déjà, il faut revenir un petit peu sur l'action du but qu'on encaisse. Il n'y a pas eu quasiment de réaction de la part des joueurs algériens alors qu'il restait encore un peu plus de 20 minutes à jouer. On n'a pas vu... C'est comme si ce but avait complètement scié les jambes des coéquipiers de Riyad Mahrez, alors qu'il y avait encore du temps pour espérer égaliser, voire remporter le match. Mais on sentait déjà dans le match plutôt, que cette équipe équato-guinéenne qui a su bien défendre ses chances, a su aussi comment bien attaquer et amorcer ses contre-attaques jusqu'à marquer ce but victorieux. Et cette équipe aurait pu même scorer par la suite. Et à la fin du match, justement,
au moment de la zone mixte, les joueurs, évidemment, mis à part donc Youssef Attal qui s'est arrêté vraiment pour 2 minutes au micro des journalistes ici à Douala après le match. Donc, pour les autres, tête baissée, ils sont tous passés sans parler, sans répondre aux questions des journalistes. Et scène assez bizarre, c'est les journalistes eux-mêmes qui essayaient de relever la tête à ces joueurs en leur disant de vite oublier ce match, de se relever la tête, c'est pas la fin du monde. Ils étaient très abattus, très touchés. Je disais, ils étaient très abattus, très touchés. Oui, ils étaient plus qu'abattus. D'ailleurs, même le coach Jamel Belmadi en conférence de presse, je pense que c'est la première fois quasiment où on voit un Jamel Belmadi complètement abattu. Moi, personnellement, au moment de la conférence de presse, je me disais, est-ce qu'on est déjà éliminé ou qu'est-ce qui se passe? Parce que dans son discours, Jamel Belmadi, c'est comme s'il sentait que la machine, ça ne fonctionnait plus comme avant. Donc, automatiquement, ces ondes négatives ont eu même une répercussion ici à travers les médias locaux au Cameroun ou même la presse ivoirienne. On a parlé après le match en expliquant qu'au-delà du fait que l'Algérie a perdu le match, c'est peut-être ces images, désillusions, déceptions qui ont marqué beaucoup plus les présents ici qu'autre chose. Alors, on va voir comment Belmadi et l'équipe se sont ressaisis avec la séance d'entraînement d'hier. On va suivre ce sujet que vous avez signé, Saïd Flak. On revient tout de suite après pour parler justement de la Côte d'Ivoire. L'heure est à la remobilisation au sein des Verts après cette défaite surprise concédée face à la Guinée équatoriale dimanche soir. Les coéquipiers de Riyad Mahrez ont retrouvé lundi le terrain annexe du complexe multisport de Japoma pour une séance d'entraînement avec un moral gonflé à bloc et surtout un objectif bien tracé, celui de battre à tout prix la Côte d'Ivoire ce jeudi. Avant l'entame de la séance, Jamel Belmadi s'est justement longuement réuni avec ses joueurs et leur a tenu un discours poignant, les incitant à redoubler d'efforts pour relancer de nouveau la machine. Cette séance a vu le retour progressif du défenseur Abdelkader Bdaran qui a travaillé en solo avec le préparateur physique. Jamel Ben Amri, sorti sur blessure face à la Guinée équatoriale, a été ménagé. La bonne nouvelle de la journée, c'est le retour à l'entraînement collectif de Ramiz Zerouri et de Mustafa Zorba. Les éléments qui ont joué la veille ont eu droit à 2 heures de travail, tandis que le reste du groupe s'est entraîné durant 3 heures. Au programme de la journée de ce mardi, test PCR à 14h, séance vidéo à 15h et ensuite une nouvelle séance d'entraînement à partir de 17h. حوس على مغامرات وتحب توصل للقمة. استعد وانضم إلى أكبر مجموعة جيمر، كل هذا على هاتفك النقال. سرعة، حماس، تركيز. مع موبيليس التحق بأفضل خدمة للألعاب موبيليس ستور. سجل عبر ستور وموبيليس.dz واستفد من اشتراك يومي أسبوعي أو شهري. موبيليس، معا نصنع المستقبل. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. Voilà donc reprise de l'entraînement et la reconcentration de l'équipe. Bien évidemment, leitmotiv, c'est victoire face à la Côte d'Ivoire, mais on est obligé de voir toutes les éventualités, Mahmoud, dans cette compétition. Alors, il y a aussi des places de meilleur troisième à prendre, et on a 2 qui sont déjà prises ce soir, ce mardi. Enfin, qui sont prises pour le moment seulement, parce qu'on attend de voir. Là, sur le groupe A et sur le groupe B, on est sur la même disposition, hein, avec des troisièmes qui sont à 4 points, à différence de but 0. C'est ce qui devrait nous arriver, on l'espère. Hein. En gagnant 1-0, on se retrouve donc à 4 points, avec une différence de 0. Bon, après, ça va dépendre des résultats des autres équipes. Pour le moment, en tout cas, les troisièmes font le carton plein à 4 points, entre guillemets. C'est-à-dire donc la troisième place, ça va être très serré. L'Algérie, si elle gagne 1-0, et si elle est quand même troisième... Si on gagne 1-0, on dépendra du match Guinée équatoriale
Sierra Leone. Si la Guinée gagne, ils sont à 6 points, donc ils seront premiers du groupe. Si on bat, la Côte d'Ivoire, on sera égalité à 4 points chacun. Si vous voulez, les chances de troisième, elles vont se situer, en tout cas pour le moment, sur le groupe C, le groupe du Ghana, où le Ghana n'a qu'un point pour le moment, et le groupe D, le groupe du Nigeria, où le troisième, la Guinée-Bissau, n'a qu'un point aussi, et affronte le Nigeria, qui est pour le moment, il me semble, l'équipe la plus forte de la compétition. Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Nigeria, premier du groupe, il va dérouler le troisième match, il est déjà qualifié. Regardez le Cameroun, qui a pas forcé, qui a concédé un point lors du dernier match. Tout est possible. Le Sénégal a fait match nul aujourd'hui. Qui aurait cru? Le Sénégal, au final, n'a gagné qu'un seul de ces 3 matchs. Parlons-en. Alors qu'on le voyait. On parlait de l'Algérie, c'est le finaliste. Face à l'Algérie, c'est la meilleure équipe africaine, si je ne me trompe pas. C'est sur le papier un effectif dingue, avec le meilleur gardien du monde. Ils ont un premier tour compliqué. Oui, mais à l'image de beaucoup de nations, il n'y a pas que l'Algérie. On a vu les difficultés de l'Égypte hier en gagnant, en battant 1-0. Contre la Guinée-Bissau. Voilà, contre la Guinée-Bissau. La Tunisie, bon, heureusement qu'ils se sont rattrapés. Ouais, mais beaucoup de nations sont en train de souffrir. Les choses vont se décanter davantage. Et on verra peut-être un meilleur football à partir des 8e de finale, c'est-à-dire là où il y aura les éliminations directes. Au final, le Sénégal n'a gagné qu'un seul match sur un pénalty à la 96e minute. Et un nul, autant additionnel. Un seul but sur pénalty. Et sur tous les groupes, on voit des surprises. C'est-à-dire, ils ont, avec toute leur armada de joueurs, ils ont eu une seule victoire à 1-0 acquis sur pénalty au temps additionnel. Alors, messieurs, avant de passer à la deuxième partie de cette émission, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous avez relevé dans cette CAN, dans cette compétition depuis qu'elle a débuté? On a le droit de dire les pelouses ou pas? La pelouse, parce qu'elle n'a pas la pelouse. Non, mais surtout celle de Japoma. Les autres sont impeccables. Impeccables, non, mais elles sont acceptables, disons. Un mot sur l'arbitrage, la qualité de l'arbitrage? L'arbitrage, Belmadi l'a toujours dit, et il a peur de l'arbitrage africain. On n'a pas été pénalisé. Et la gestion, surtout, des arbitres désignés par la Il n'y a pas eu de scandale pour le moment, il faut être honnête. À l'exception du match de la Tunisie, l'arbitre, il est clair qu'il a eu un malaise. Parce qu'on le voit, ça n'a pas été assez dit, mais on le voit à la 80e minute. Signaler à son 4e arbitre les 5 minutes de temps additionnel. Donc pour lui, c'était déjà la 90e minute. Et à la 85e, c'était fini dans son esprit un peu dépassé. Alors, il y a quelques petits couacs, comme certains l'ont signalé. On va regarder ce sujet signé Sarah Derbel et on va revenir pour parler justement de cette Coupe d'Afrique des Nations du Cameroun. Depuis le début de la CAN, de nombreux spécialistes et journalistes déclarent que l'organisation de cet événement continental est très loin des attentes. Plusieurs défaillances dans l'organisation à l'exemple de l'état de la pelouse, la programmation des matchs et voire même le niveau des arbitres. Comment ne pas parler des terrains de cette CAN organisée au Cameroun? Les joueurs sont même mis en danger à l'exemple du gardien de la Côte d'Ivoire qui s'est blessé sur une sortie après de mauvais appuis provoqués par des terrains qui augmentent le risque de blessure. D'ailleurs, à la veille de la rencontre face à la Guinée équatoriale, le sélectionneur Djamel Belmadi a évoqué ce sujet et même celui de la programmation car l'Algérie devait jouer juste après le match entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. C'est vrai que ces conditions-là, ajoutées, c'est aussi à cette pelouse qui facilite pas, je ne dis pas qu'elle est catastrophique, ça serait mentir que de dire ça, mais elle n'est pas de niveau qui permet une fluidité totale et ce qu'on espère des grands tournois comme une Coupe d'Afrique. On s'entraîne tous les jours à 17h, donc on voit que déjà à 17h, c'est déjà assez, le climat est totalement différent qu'à 14h. Le seul petit souci, c'est qu'on va jouer de suite derrière le match Sierra Leone, Côte d'Ivoire, sur une pelouse qui est déjà à la base pas top. Donc il y a un petit souci de ce côté-là. De son côté, l'ancien lion de la Teranga, Dembaba, a déploré que la pelouse du stade Japoma de Douala ne soit pas de bonne qualité. Il a d'ailleurs dit que cette pelouse est catastrophique et il est difficile de pratiquer un football convenable dans de telles situations.
L'ancien joueur de Chelsea a écrit sur son compte Twitter « Vraiment, j'aime mon continent, mais quand je vois l'état de la pelouse, ça me fait mal ». Pourtant, le Cameroun a obtenu l'attribution de cette Coupe d'Afrique des Nations en 2014. Le Sénégalais Sadio Mané s'est montré furieux. Ce n'est pas évident, c'est malheureux de jouer 2 fois de suite à 13h, alors que certaines équipes n'ont pas joué à cette heure-là. Ce n'est pas équitable, on n'est pas content, a confié le joueur de Liverpool en zone mixte. L'organisation et la pelouse ne sont pas les seuls points négatifs. L'arbitre du match Tunisie-Mali a arrêté la rencontre par erreur à 2 reprises avant le temps réglementaire et dans la plus grande confusion. Les Tunisiens ont refusé de reprendre le jeu. Les images de cette fin de rencontre surréaliste ont fait le tour de la planète sur les réseaux sociaux. Des défaillances qui viennent gâcher la beauté du football africain et le plaisir général. Après 10 jours de compétition, peut-on dire que l'image de la 33e Coupe d'Afrique des Nations en a pris un coup? Alors, messieurs, les favoris de cette CAN, c'est-à-dire l'Algérie et le Sénégal, ne sont pas gâtés. L'Algérie hérite de probablement la pire pelouse de tous les groupes de cette compétition. Et le Sénégal, même s'il se qualifie, le Sénégal du pire calendrier. Alors tenez-vous bien, le Sénégal, dans ce premier tour, n'a jamais joué à 20h. 2 fois à 14h, heure algérienne, et une fois aujourd'hui à 17h. Et c'était encore laborieux, puisqu'ils ont concédé un match nul. Ça prouve. De toute façon, tous les entraîneurs sont unanimes à dire qu'il n'y a Il faut rappeler que c'est la CAF qui décide et de la programmation, des horaires. Indépendamment de la programmation. Et pas le COCAN. Oui, indépendamment de la programmation. Il faut dire que dans cette CAF, c'est vrai que depuis qu'il y a 24 nations, le niveau est différent des précédentes éditions. Mais là, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il n'y a pas de faible équipe. Toutes les équipes, entre guillemets, qui sont classées, ce n'est qu'un classement, 120e, 115e, sont en train de prouver qu'ils ont haussé leur niveau. Donc il y a un nivellement vers le haut de ces nations. Et bon, c'est tant mieux pour le football. Mais malheureusement, comme on a parlé de programmation, l'Algérie... Vous parlez de niveau. J'allais vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez du niveau technique de la compétition? Hier, j'écoutais un ancien international qui jouait à l'Olympique de Marseille, qui suit la Coupe d'Afrique des Nations, Eric Dimeco, qui disait... c'est normal qu'une équipe comme l'Algérie, ultra favorite, est attendue par tout le monde. Une équipe comme la Sierra Leone ou la Guinée équatoriale, elle joue son va-tout au premier tour. La Guinée équatoriale, quand elle se prépare, elle ne se dit pas « je vais aller pour gagner la CAN ». Puisqu'il ne faut pas oublier aujourd'hui, je m'excuse, c'est que les équipes scannent très bien leurs adversaires. Aujourd'hui, à l'époque, ça a été difficile d'avoir... il fallait envoyer quelqu'un pour voir le match. Aujourd'hui, avec tous les médias qui existent, on peut décortiquer une équipe poste par poste. Dans son salon. Absolument. Voir quels sont les points forts, quels sont les points faibles, par où éventuellement on pourrait trouver les failles pour les battre. Et c'est ce qu'a fait le dernier match, c'est ce qu'a fait la Guinée équatoriale. Moi, j'avais entendu certains joueurs de cette équipe-là parler de leur victoire en disant qu'on savait très bien que l'Algérie est la meilleure équipe d'Afrique. On a très bien étudié son jeu, on a fait ce qu'il fallait faire pour pouvoir non seulement les contrer, on a mis en place une organisation défensive qui les a énormément gênés. Donc tout ça, toutes les équipes le savent. Et c'est ce qui complique davantage les grandes nations. Ce qui nous ramène aussi au schéma tactique avec lequel joue l'Algérie depuis 2019. Il faut avoir beaucoup plus de temps. C'est un 11 type pratiquement, un 11 type où, disons, 13 ou 14 joueurs qui sont là. Et avec un schéma tactique bien clair, ça a permis à nos adversaires de nous superviser depuis déjà 2 ans. On va en parler tout à l'heure, mais c'est très simple. Quand on est qualifié à une CAN, et on vient, surtout quand on tombe dans le groupe de l'Algérie, on sait qu'elle est championne d'Afrique. On fait un stage bloqué spécial Algérie. On étudie son jeu clairement pour pouvoir le contrer. Une multiple motivation pour battre d'abord le champion d'Afrique en titre.
Un vaincu, 35 matchs. Et c'est vrai que personne ne s'attendait. Tout le monde voulait prendre cette gloriole. Personne ne s'attendait à cette défaite. On Bien s'est dit sûr, tout au bien moins, sûr. tout au plus, Bien sûr. on fera On fera nul. match nul. Donc, bon, voilà. Donc, Jamal a souligné aujourd'hui, il n'y a plus de hasard. Tout est minutieusement calculé. L'Algérie, c'est vrai qu'on a un style de jeu qu'on a réussi à imposer au niveau du continent africain. On l'a même prouvé avec certaines équipes européennes, plutôt sud-américaines, qui étaient classées quand même dans les 10 premiers au niveau mondial. Aujourd'hui, même quand on n'est pas en forme, même quand on est au-dessous de notre niveau, on a toujours compté sur nos individualités, à l'exemple de Mahrez qui peut faire des exploits, à Ce qu'on l'exemple de appelle Belaïli. cette capacité à surprendre. Voilà, à surprendre. D'ailleurs, moi, il faut se remémorer un peu la finale contre le Sénégal. La réussite également fait partie du jeu. Bien sûr, Quand on voit que le but de Bounedjah contre le Sénégal, était contré. voilà, c'est de la réussite. Or, aujourd'hui, cette réussite, Elle est contre nous. On ne l'a pas. Alors, on va continuer. Mais la programmation, Riyad, il faut en On va reparler. continuer de la programmation, et détailler en ça. plus de l'arbitrage. Est-ce qu'il y a une... C'est un gros il faut- coup de gueule, Il faut honnêtement. expliquer Gros que coup de gueule. C'est le point noir de c'est la cette CAF CAN. qui Oui. s'occupe de l'organisation sportive. Déjà les horaires. Cet horaire de 14 heures, en plus du fait d'imposer des conditions climatiques horribles, c'est pas du tout télégénique, c'est pas commercial comme horaire. À 14 heures, les gens travaillent, les jeunes sont à l'école ou à l'université. Après tout, si on veut vendre ce football africain et le rendre accessible à la planète entière, il faudrait des horaires plus cléments, entre guillemets. Et qui décide de ça, des horaires? C'est le comité d'organisation avec la CAF, C'est la CAF, c'est la la CAF. commission d'organisation sportive de la CAF. Commission des compétitions. Et encore plus dramatique, et je pense que c'est la première fois qu'on le voit, vous avez, avant la 3e journée du premier tour, des matchs qui sont joués en même temps. Avant-hier, c'est hier ou avant-hier qu'il fallait choisir entre le match de la Tunisie et le match de la Côte d'Ivoire, qui sont des ténors africains. Et ça, c'est pas normal. On a envie de voir les deux matchs. Et quand je dis on a envie, les chaînes ont aussi envie de les vendre, de commercialiser ça. 2 matchs en même temps, c'est un créneau de publicité en moins. Et ça, automatiquement, les chaînes télé, maintenant, elles repenseront à 2 fois avant d'acheter les droits télé. Quand on sait que BBC a acheté cette année, que beIN Sport, Sky diffuse, que Canal+ diffuse sur le continent africain. Et tout ça, c'est important. On va continuer juste avant de laisser partir Saïd Fellak, qui a encore du boulot et qui va nous dénicher encore quelques infos. Dernière question avant de vous laisser partir, Saïd, est-ce que on parle justement, par exemple, pour la Côte d'Ivoire, sur place au Cameroun, ou d'autres équipes comme le Sénégal, comme la Tunisie, de problèmes de programmation, de chaleur est-ce qu'on en parle là-bas sur place? À vrai dire, pas vraiment, hein, puisque, mis à part le Sénégal qui s'en est plein, et à juste titre, avec 2 matchs programmés à 14 heures, mais aussi la sélection algérienne, même si ce n'était pas des prétextes à trouver par Jamal Belmadi, mais c'était un fait, hein, le fait de jouer à 14 heures sous une forte chaleur, ça reste pénible un petit peu pour les organismes. Il faut juste souligner, Riyad, c'est qu'au Cameroun, je ne sais pas si c'est un hasard, en tout cas, la ville de Douala est, disons, la ville la plus compliquée au niveau climat par rapport, et la plus difficile par rapport aux autres villes retenues pour cette CAN. Il y a un microclimat, c'est près du niveau de la mer. Exactement, donc c'est une ville très très humide, beaucoup de chaleur, donc c'est compliqué de jouer au football dans ces conditions-là, alors que par exemple à Yaoundé, il fait quotidiennement en tout cas 5 à 6 degrés de moins qu'ici à Douala, et un taux d'humidité qui est pas nul, mais en tout cas pas aussi élevé qu'ici, donc les conditions sont totalement différentes, et même au niveau du jeu, hein, les terrains dans les autres stades, que ce soit à Limbé, à Garoua ou même à Yaoundé, sont nettement meilleurs que celui de Japoma. C'est vrai qu'avec l'humidité, la pelouse a du mal un petit peu à survivre, si on peut utiliser ce terme-là. Mais en tout cas, par exemple, du côté ivoirien, on ne veut pas se focaliser sur la programmation. Mais Baumel, c'est quand même plein de la pelouse. Il s'en est plein après le match face à la Sierra Leone. Mais quand on lui a posé la question avant ce match-là,
lui qui avait joué face à la Guinée équatoriale après le lendemain donc, du match de l'Algérie, lui, il disait en conférence de presse que la pelouse n'était pas aussi catastrophique, qu'elle était praticable et qu'il ne fallait pas parler un petit peu de la pelouse. Et ça a un petit peu pas énervé Djamel Belmadi, mais puisque Djamel Belmadi en avait parlé justement avant lui, et même après sa déclaration, alors que lui était plutôt assez positif sur cette pelouse, mais il a fini par changer d'avis, justement après ce but égalisateur, ce but gaga égalisateur concédé face à la Guinée équatoriale. Face à la Sierra Leone. Face à la Sierra Leone. Espérons qu'il va encore fustiger la pelouse parce qu'il aura perdu son match face à l'Algérie et qu'il va incendier cette pelouse de Japoma. Merci, Saïd Felak. Prenez soin de vous aussi. Il n'y a pas que les joueurs de foot qui trouvent l'humidité et la chaleur pénible. On espère vous retrouver aussi fringant que ce soir, demain, dans toutes nos éditions. Salut Saïd. Merci, au revoir. Alors, on va continuer sur cette organisation. On a parlé de l'organisation, de la CAF, et aussi, on en avait discuté, de l'implication, bizarrement, de la FIFA dans l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Oui, tout à fait. De cette Coupe d'Afrique et de la CAN, plus globalement. Hein. La FIFA a mis entre guillemets, ses soldats. Hein. Actuellement, le secrétaire général de la CAF est un ancien de la FIFA, qui était directeur des associations, enfin des relations avec les associations, qui est un homme, c'est un secret de Polichinelle, hein, c'est un homme d'Infantino, hein, des plus proches d'Infantino. Et sur cette CAN, sur les aspects commerciaux, de production télé, de diffusion, c'est des responsables de la FIFA qui ont géré ça. Et quand on sait que, après tout, le continent africain est un continent avec ses spécificités, avec son côté humain un peu à part, je pense que la CAF avait plus l'expérience et plus les compétences pour gérer ça. Djamel, vous n'avez pas l'impression que sur cette CAN, je ne sais pas si je vais toucher juste, mais on avait l'impression de léser un peu le Cameroun. J'ai vu des Coupes d'Afrique mieux médiatisées, mieux vendues que celle-ci, comme si elle était dénigrée. Mahmoud parlait de la programmation de deux grandes nations du football au même moment. Ça veut dire qu'on perd, en termes de spectacle télé, on perd une rencontre avec... Bon, la pub, c'est vrai qu'on aime gagner de l'argent, mais c'est la seule compétition qui permet... l'envie de regarder aussi. L'envie de regarder, et c'est la seule compétition qui permet au continent africain de gagner de l'argent. Bien sûr, mais non, c'est clair, il y avait un bras de fer entre Infantino et Ousmane Eto'o. Donc, c'était un bras de fer et la CAF a failli lâcher à un certain moment, céder aux pressions de la FIFA pour annuler cette compétition. Et il y a eu le poids de Eto'o en termes du président de la fédération camerounaise avec certains pays, notamment l'Algérie, contre certains autres pays qui ne voulaient pas... que Eto'o a traité de traître. Ah oui, bien sûr. Je vois pas à l'Afrique. Hein. Je vois pas un autre terme. Je vois pas un autre terme plus approprié pour ça, parce que lorsqu'on se considère du continent africain, on n'a pas on a essayé de jouer dans la cour des grands, alors que nous sommes que des Africains, et on est tous des Africains, quelle que soit la couleur de la peau, quelles que soient nos convictions religieuses, etc., etc. Donc, pour revenir à la question, avec Motsepe, il a voulu aussi peser de son poids et montrer à Infantino que la CAF peut, c'est-à-dire gérer une compétition de la sorte. Mais le Cameroun, effectivement, a été vraiment ébranlé dans le côté organisationnel. Est-ce que vous sentiez qu'il y a un conflit larvé entre le COCAN, le comité d'organisation, c'est-à-dire l'État camerounais, et la CAF qui organise la compétition sur le sol camerounais? Je ne sais pas s'il y a un conflit vraiment entre le comité d'organisation et la CAF, parce que le comité d'organisation quand même a trouvé... Il y a eu un match gala entre les membres de la CAF et... Il est vrai que ce bureau exécutif de cette confédération c'est pas le plus populaire. Il est complètement divisé. Il n'y a pas une unité, une union autour d'une union sacrée. Il y en a pour représenter le football africain dans sa meilleure dimension. Il y a des intérêts en jeu et il y a des présidents, des membres de l'exécutif qui jouent pour leur propre pays.
On peut les citer, le Rjad du Maroc, Bourida, et même le président de la Fédération Des tunisienne. lobbies nocifs. Des lobbies nocifs, bien sûr. Et il faut le dire, hein, il y a un gros problème de trésorerie au sein de la CAF. Hayatou a eu une déclaration très forte cette semaine. Hayatou, avec tous les défauts qu'il a, hein, bon, on ne va pas le juger, mais il a dit qu'en quittant la CAF, il avait laissé plus de 133 millions d'euros dans les caisses de la Confédération. Et il dit donc dans sa déclaration, allez demander notamment le monsieur que vous avez cité, en charge du budget, allez leur demander combien il y a. Où est passé l'argent? Ce qui est malheureux dans tout ça, c'est que on n'en parle qu'au niveau africain. Quand on voit un peu les organisations de la Coupe d'Asie, de la Coupe d'Europe ou de la Coupe d'Amérique du Sud, c'est autre chose. On a l'impression de vivre dans un autre monde. Là, on nous considère, je suis désolé, on est africain, on nous considère toujours comme sous-développés, alors qu'il y a beaucoup de leçons à donner. Et quand on sait que beaucoup de joueurs africains sont en train de donner du bon temps à pas mal d'équipes européennes, on se demande aujourd'hui où va-t-on? Oui, où va-t-on? Et justement, l'organisation de cette compétition au Cameroun, cette fois-ci, est-ce qu'elle avec la pression, on l'a vu, hein, des grands clubs européens, surtout avant le début de cette compétition, est-ce qu'elle ne met pas une chape de plomb sur cette compétition? Est-ce que la compétition n'est pas en danger? Si l'on considère la prochaine échéance qui est en 2023, avec comme pays d'accueil la Côte d'Ivoire, qui est très très loin du niveau organisationnel, je ne pense pas que cette compétition ait de beaux jours devant elle. Hein. Pas vraiment, parce que lorsque ces pays qui ont été choisis il y a quelques années déjà, la Côte d'Ivoire et après la Guinée juste après 2025, nous savons déjà, on rentre de plein pied dans la préparation de la prochaine coupe. On sort de celle-là, on commence les qualifs pour celle d'Abidjan. Il n'y a pas quelque chose à jouer pour nous là? D'aller chercher la CAN 27 ou pourquoi pas la 25 si la Guinée n'est pas quand on voit la compétition au Cameroun, l'Algérie peut organiser une grande coupe d'Afrique. Mais avec un peu de travail. Avec la réception des futurs stades, des futures infrastructures, oui. On a la possibilité, mais pour peu qu'au niveau politique d'abord, qu'il y ait cet engagement, et qu'au niveau de la fédération, on travaille en conséquence dans les coulisses de la CAF. Le spectre aussi de la Covid. Et on ne se contente pas de faire des démentis à cause d'un soi-disant une fake news qui parle de Raqi qui doit rejoindre l'équipe nationale. Non, il y a autre chose à faire que de faire des démentis à des fake news. Je pense Vous parlez de la fédération naturellement. Et à des broutilles comme ça, c'est quoi cette information? C'est rien, c'est une fake news, ou même si c'est vrai, on n'a pas à faire un démenti pour ça. On ne répond pas à des fausses informations. Moi, je pense qu'il y avait des problèmes beaucoup plus cruciaux, beaucoup plus importants pour l'équipe nationale, qui n'ont pas été réglés, notamment la pelouse, notamment je ne sais pas, tout ce qui est en train de se passer. La désignation. Notre place dans la Confédération. Bien sûr, on parle, c'est pas certain que le VAR n'aurait pas fonctionné. Tout ça aurait pu être l'objet de réclamations, très fortes réclamations de la Fédération générale. Et c'est son droit. Bien sûr. Alors, messieurs, avant la fin de cette émission, hein, le match est dans 2 jours, on va revenir à cette équipe de Côte d'Ivoire. On l'a vu, hein, j'ai vu des images de Didier Drogba qui a rendu visite aux joueurs, qui a même fait une séance d'entraînement avec eux. Le mental dans ce match, ça compte beaucoup. Alors, la question, elle est la suivante. Est-ce que nous allons rentrer sur cette pelouse, piètre pelouse du stade de Douala, avec l'avantage psychologique d'être les favoris, ou alors c'est les Ivoiriens qui vont venir avec cette idée revancharde? On les a sortis les 2 dernières fois de la Coupe d'Afrique des Nations. Qui va avoir l'avantage, à votre avis? Vous savez, dans un match comme ça, d'abord, la Côte d'Ivoire est pratiquement sûre d'être qualifiée. Maintenant, il faudrait bien entendu voir l'Algérie en dehors, être éliminée de cette coupe. Ça va être un match très très important, non seulement au niveau du jeu. La pelouse, je pense qu'il faut l'oublier. Il faut l'oublier, on n'a pas le choix. Voilà, on doit jouer ce match-là, quel que soit l'état de cette pelouse-là.
Maintenant, ce qui est important, vous avez parlé de mental, effectivement, le mental joue un rôle très important. Maintenant, vous avez dit Drogba est venu, c'est pour essayer de donner une animation supplémentaire à cette équipe et de la mettre en confiance. Maintenant, nous, il faut compter uniquement sur nos propres armes. Jamal en est conscient de toutes les façons, au niveau de toutes les déclarations qu'il avait faites. Il a dit, bon, moi tant que je ne suis pas mort, je continue à combattre. Et c'est un peu la fierté de l'Algérie. Les Algériens ont toujours, que ce soit même au niveau des clubs, hein. Moi je me rappelle à l'époque en Coupe d'Afrique, c'était la guerre. Donc il fallait combattre avec toutes les armes que nous ayons. Et la meilleure arme qu'on ait aujourd'hui, c'est d'abord non seulement la qualité de nos joueurs, mais qu'ils puissent retrouver un peu leur réussite surtout. C'est vrai que la Côte d'Ivoire, on est en train de parler, est une grande équipe, hein, est une grande nation de toute façon. Cette équipe-là, les qualités premières de cette équipe-là, c'est qu'ils ont un très bon milieu de terrain et de très grands attaquants. Puissants. Voilà. Mais par contre, la puissance, elle est dans tous les pays africains. Hein. La puissance physique, elle existe chez tous les pays africains. Maintenant, ils ont une défense qui est un peu perfectible. Et ils vont faire jouer leur troisième gardien de but. On ne le connaît pas. Peut-être il va peut-être faire un très grand match comme il va pouvoir passer à côté. Donc il faut profiter un peu de tout ça. Moi, je suis persuadé que si jamais nos attaquants retrouvent un peu leur verve, on gagnera ce match. En 30 secondes, messieurs, c'est la fin de l'émission. Si on retrouve notre jeu, elle est prenable, cette équipe. Il faut rentrer en conquérant, il faut rentrer pour gagner. On n'a pas d'autre solution. Et pour corriger un petit peu mon ami Abdelnour, la Côte d'Ivoire n'est pas encore qualifiée. Si elle perd par 2-0, elle est éliminée. Si elle perd par 2-0, elle est éliminée. Elle a aussi une pression. Donc elle a une pression. Mais je pense que la Côte d'Ivoire va beaucoup plus jouer pour le nul, elle va être beaucoup plus prudente et elle ne va pas chercher à être revancharde comme tu l'as signalé tout à l'heure. Non, grosse équipe sur le papier, des circonstances plutôt favorables. Baumel était l'adjoint d'Hervé Renard quand la Côte d'Ivoire lors son dernier sacre. Eric Bailly en défense centrale, c'est solide. Caissier du Milan AC, qui est le partenaire de Ben Nasser. Haller, qui est meilleur buteur de la Champions League. Aurier à droite, de Villarreal. Et devant, vous avez... Ils peuvent se permettre d'avoir un joueur comme Wilfried Zaha de Crystal Palace sur le banc de touche. Ça vous dit un peu je vois très optimiste. Abdelnour, lui, ce sera pizza viande hachée. Vous avez jeudi. Optimiste en tant que footballeur, si jamais on n'est pas optimiste, on prend notre sac et on rentre. On passe sur le terrain. Ce ne serait pas la fin du monde aussi. Voilà, bien sûr. Parce que nous avons quand même des éliminatoires de Coupe du Monde. Et je crois que c'est le meilleur moment d'être à ses côtés, de se préparer. Moi, je suis permis. Moi, je suis d'avis à ce qu'ils aient aussi un accueil aussi chaleureux que lorsqu'ils auront... Parce que cette équipe a un grand avenir encore devant elle. Merci, mesdames, messieurs. On ne vous quittera pas sans avoir une pensée et de présenter nos condoléances à notre ami et collègue qui était à votre place et qui est à votre place chaque semaine, c'est Faïda Saada, qui a perdu son papa hier soir. Inna lillahi wa ilayhi raji'un. On lui présente bien évidemment et toute la rédaction de Canal Algérie toutes nos condoléances. Merci messieurs. Je peux ajouter une seule chose. Allez, je vous en prie. Un ami que Abdelnour connaît, c'est Mohamed Matoub, qui nous cesse de parler et qu'on a oublié. C'est un des supporters les plus acharnés de l'équipe nationale. Il a traversé toute l'Afrique pendant des années et des années. On m'a dit on m'a oublié. Ben, on ne t'a pas oublié, Mohamed. Voilà, merci de ce rappel très important. Merci à tous. Merci de votre fidélité. On se retrouve dès jeudi, avant mardi prochain, dès jeudi pour l'après-match face à la Côte d'Ivoire. Inch'Allah, la victoire et la qualification au second tour. À très vite. À jeudi. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم.